Merci. Monsieur Jean-Rémy Girard. Merci beaucoup. Alors, j'essaye de faire vite. Sur la formation continue, en plus de ce qui a été dit, signaler qu'il y a de plus en plus un risque, puisque c'est maintenant présent dans nos textes, que la formation continue se fasse de plus en plus hors de notre temps de service, c'est-à-dire le soir, le week-end, pendant les vacances scolaires. C'est une volonté très claire, c'est une volonté du gouvernement précédent, très très claire, très établie. Alors, on peut trouver ça effectivement intéressant pour éviter que les élèves n'aient pas une absence de professeurs qui seraient partis en formation. En termes de qualité de travail de la part des personnels, c'est une dégradation évidemment extrêmement notable. Ça ne va pas pousser à aller en formation continue, d'autant que la moitié des formations continues sont imposées, en fait, parce que c'est la formation continue à la dernière réforme qui a été faite, ce qui fait que même si on a une formation continue qui nous intéresse, il peut arriver que, de toute façon, notre supérieur hiérarchique nous la refuse pour nécessité de service. D'où le fait aussi le développement des formations continues à distance, où on doit suivre des parcours en cliquant, et ça c'est de la formation continue, ça s'appelle magistère, avec un HAT à la place du A. Sur le diplôme national du brevet, il illustre assez bien l'état des élèves en fin de collège à partir du moment où on prend uniquement les résultats des épreuves écrites. Moins de 50% des élèves auraient le brevet si on ne comptabilisait que les épreuves terminales écrites du brevet. Sur un professeur devant chaque classe, non, mais je voudrais aussi préciser qu'il n'y a pas une classe devant chaque élève actuellement encore, puisqu'il y a des élèves qui sont toujours actuellement sans affectation. C'est beaucoup dans la voie professionnelle, c'est beaucoup dans la voie technologique. Je suis dans un lycée où on va ouvrir demain une troisième classe de première STMG, surprise, parce qu'on a 138 élèves dans le département du 92 qui ont une orientation STMG et qui n'ont pas été affectés à la rentrée scolaire. Donc voilà, ça fait déjà 2 semaines de cours qu'ils ont perdus. Et d'ailleurs, on n'a pas le professeur d'éco-gestion pour aller avec. Sur la voie professionnelle, je ne reprends pas tout, on se rejoint assez fortement. Je voudrais préciser l'expression qu'a employée mon collègue de Force ouvrière sur le fait qu'il était opposé à la mixité des publics. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas ce que vous entendez par mixité probablement ici. Nous, on parle plutôt du mixage des publics, c'est-à-dire les scolaires, les apprentis et la formation continue qu'on regroupe dans la même classe avec le même prof, alors qu'ils n'ont ni les mêmes horaires, ni les mêmes programmes d'ailleurs parfois, ni les mêmes moments de période de stage. Et c'est le professeur de lycée professionnel qui doit faire cours à tout ça avec un groupe classe qui change parfois d'heure en heure. Pour le même prix, bien entendu, puisque l'administration nous a dit qu'une heure de cours, c'était une heure de cours et donc que c'était payé une heure de cours. Mon collègue de la FSU m'a volé ma remarque sur les commissions professionnelles consultatives, qui était l'endroit où justement les représentants des personnels discutaient avec le monde de l'entreprise et où on a supprimé les représentants des personnels, ce qui fait qu'on ne discute plus avec le monde de l'entreprise. Sur la découverte du monde professionnel en 5e, malheureusement, la députée Calvez est partie, mais on voudrait quand même savoir sur quelle discipline on va prendre les horaires pour faire ça. Parce qu'on ne pense pas un seul instant qu'on va rajouter des heures au collège. Donc si on s'amuse à faire de la découverte du monde professionnel dès la 5e, est-ce que c'est moins de français? Est-ce que c'est moins de maths? Est-ce que c'est moins d'éducation physique et sportive? Est-ce que c'est l'autonomie de l'établissement qui va choisir quelle discipline perd des horaires? Les AESH, on en a beaucoup parlé ce matin, en première partie. Donc nous, on rappelle notre volonté de mettre tous les acteurs autour de la table. On en a de l'école inclusive, on en a absolument besoin. On est évidemment très opposé au recours à des AESH privés. Sur les questions sur l'école sanctuaire, asile, inviolable, etc. Malheureusement, j'allais dire, il a fallu qu'il y ait Samuel Paty pour qu'on commence à généraliser le fait d'accorder la protection fonctionnelle aux enseignants et aux CPE et aux assistants d'éducation et aux chefs d'établissement parfois, ce qui n'était pas du tout la norme. Nous, on demande une automaticité de la protection fonctionnelle. Ça se pratique dans la police, par exemple. Il y a la médecine du travail, je ne peux pas vous en parler, il n'y en a plus. Les 2 heures de sport, c'est assez décoratif comme la demi-heure à l'école primaire. Et on a besoin des personnels autour des enseignants et des vies scolaires, comme les personnels infirmiers, les personnels des services sociaux, notamment sur les questions de harcèlement. Je rappelle, on dit une assistante sociale parce qu'on a du mal à trouver un homme qui exerce ce métier. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très très peu. Les personnels des services sociaux sont à peu près les seuls qui peuvent faire des choses très très contraignantes et mettre en branle tout un processus pour aller voir ce qui se passe parfois dans
la famille. Personne d'autre ne peut faire ça, à part les personnels des services sociaux. Et si on n'a pas de personnel des services sociaux, ou s'il est là une demi-journée par semaine, comme ça, dans un bureau au fond, effectivement, on n'arrive pas à lutter efficacement contre certaines problématiques qui créent aussi parfois les situations de harcèlement. J'ai dépassé de 5 secondes. Désolé.